Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va essayer de faire la correction de la lecture linéaire 10 sur laquelle vous aviez des questions à préparer. Ce que je vous propose, c'est de répondre aux questions en soulignant dans le texte les éléments de base, les éléments de réponse et de commenter au fur et à mesure. Ça vous fera la correction et ça fera globalement la lecture linéaire. Je rappelle que le texte est extrait des essais de Montaigne, de Descoches, et la problématique c'était donc comment Montaigne, dans cet extrait, prouve-t-il la supériorité de la nature face à la civilisation, et par là, la supériorité des barbares sur les hommes civilisés. Vous avez un texte qui a été découpé en trois parties pour ce qui est du mouvement. Une première partie que vous avez sous les yeux qui est la barbarie est une notion relative. Une deuxième partie de mouvement qui étudie l'idée que le barbare est en réalité sauvage, c'est-à-dire non civilisé, et que essayer de civiliser ces sauvages va corrompre leur état de nature, et une troisième partie qui montre que la volonté de transformer la nature est aberrante, car la nature est en réalité en tout point supérieure à la civilisation. D'accord. Vous aviez enfin une dernière partie, un dernier mouvement qui était donc ici, qui montre que la supériorité de la nature sur la civilisation entraîne l'idée que le barbare, le sauvage, est obligatoirement lui-même supérieur à l'homme civilisé. Ok. Donc on va revenir sur la première partie du mouvement, et dans cette idée de barbarie comme notion relative, vous aviez une première piste de travail qui visait à relever les mots qui avaient un lien avec la notion d'individualité et d'expliquer le lien que ces mots entretenaient avec l'idée de barbarie. D'accord. Alors c'était pas très compliqué de trouver les mots, globalement on avait chacun qui forcément limite l'idée de barbarie à une définition totalement individuelle, c'est la suite de la phrase, chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage, d'accord. Où effectivement l'idée c'est que ce qui est différent, ce qui sort de l'usage, c'est-à-dire de la coutume, est considéré comme barbare. Son usage est du coup dans cette idée d'individualité, puisqu'on limite la définition à une coutume personnelle, chacun et usage fonctionnant ensemble, et dans la même idée on pouvait prendre du pays où nous sommes, qui supprime l'idée d'universalité à la définition de barbarie, puisqu'elle est géographiquement limitée au pays où nous sommes, ce qu'on peut associer à opinion et usance, qui sont là aussi des éléments qui sont totalement sujets à interprétation et qui ne sont absolument pas universels. Donc il y a une première idée montrant que la barbarie n'a pas une définition universelle, puisqu'elle est limitée par l'usage, elle est limitée par les opinions, elle est limitée par les usances, usances et usages ayant à peu près les mêmes significations, et que ces usances, ces usages, ces opinions sont définis par le pays où chacun se trouve. Donc ça, c'était le premier élément. La barbarie apparaît donc bien comme une notion relative. Allant dans cette idée-là, on vous demandait de réfléchir dans une deuxième question à ce qu'était une mire et pourquoi l'emploi de ce mot était intéressant. Alors mire, il est ici, nous avons d'autres mires de la vérité et de la raison. Mire, c'est un mot qui désigne une cible au départ. La mire est une cible, c'est l'objectif que l'on vise à atteindre, en quelque sorte. Et donc ici, associé avec les compléments du nom vérité et raison, ça semble définir ce que vise le peuple comme étant la définition même de la vérité et de la raison. C'est-à-dire que les peuples visent à atteindre une forme de vérité et de raison au sens de fonctionnement logique. Le mot ratio en latin qui a donné raison, c'est le calcul, la logique, et que chaque peuple va viser un fonctionnement qui est vraiment une cible absolue, mais que cette cible absolue, mire de la vérité et de la raison, est en fait définie par les opinions et usances, ce qui fait qu'il y a un contraste entre l'absolue vérité et raison que recherchent les peuples et le fait que cette absolue vérité n'est définie que par leur point de vue personnel. Et c'est ce qu'on va retrouver
en réalité avec la troisième question, où on vous demandait de trouver une phrase basée sur l'hyperbole. Alors cette phrase basée sur l'hyperbole, c'était la toute dernière. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes choses, qui fonctionne de façon très 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 intéressante du coup. Donc c'est une hyperbole. Pourquoi est-ce que c'est une hyperbole? Parce qu'on a une multiplication en rythme ternaire de parfaite, parfaite et parfait. D'accord. Donc une idée de perfection qui est annonnée ici, qui est assénée comme quelque chose d'absolu. Parfaite qui est associée à toute chose, qui vient compléter cette idée d'hyperbole avec l'universalité de cette perfection. Hein. Parfait, 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 toute chose. On vise quelque chose qui serait absolument universel et qui serait universel également en termes de temporalité avec toujours. Quelque chose qui serait toujours universellement parfait. D'accord? Et qu'est-ce qu'on cherche comme étant parfait? La religion, la police, c'est-à-dire les bonnes mœurs, le comportement social acceptable, et l'usage accompli, hein, c'est-à-dire l'usage parfait, les mœurs les plus efficaces possibles. Sauf que cette perfection absolue, elle ne se retrouve que dans ce petit adverbe spatial, là, d'accord? Ce là qui reprend le pays où nous sommes. Et l'idée, c'est que cette perfection, malgré toute l'universalité qui est hyperboliquement mise en avant lorsqu'on la décrit, ne fonctionne que pour l'endroit précis du pays où nous sommes. Et du coup, la barbarie est bien une notion relative, puisque tout ce premier passage du texte montre que la définition qui en est donnée dépend des pays, et que les pays les peuples se croient naïvement dépositaires de la parfaite police, religion, accompli usage, alors qu'en réalité, comme cette définition-là est spatialement limitée et géographiquement limitée, et ben en fait, il n'y a pas de barbarie possible, puisque chacun sera le barbare de l'autre. Donc ça, c'est la première étape du raisonnement de Montaigne. Mais il va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'après avoir montré que le sauvage, que le toupie, en fait, n'est pas réellement un barbare, il va se dire, ok, puisqu'il n'est pas un barbare et qu'on pourrait aussi bien être le barbare pour lui, la question qui va se poser, c'est peut-être la question de la civilisation contre l'état sauvage. Et c'est la deuxième partie du texte, le deuxième aspect du mouvement, qui est sur l'idée que, puisqu'ils ne peuvent pas être barbares, au moins on peut leur reconnaître qu'ils sont sauvages. Et alors, cette sauvagerie, on va la retrouver mise en place avec un système de comparaison qui se trouve dès la première phrase. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produit. Okay. Donc l'idée ici, c'est que c'est une comparaison qui va expliquer comment on va prendre la définition du sauvage afin de pouvoir construire la réflexion dessus. Et l'idée de sauvage ici, elle fonctionne sur l'idée que ce qui permet de définir la sauvagerie, c'est le fait d'avoir été produit par la nature, par son progrès ordinaire, c'est-à-dire par son fonctionnement spontané de soi, sans intervention humaine. La sauvagerie est donc ici simplement synonyme, semble-t-il, de naturel. Et cette comparaison, elle vient déjà commencer par attaquer l'aspect négatif que peut avoir le mot sauvage, puisque si on dit des hommes qu'ils sont sauvages, des toupies qu'ils sont sauvages, ok, ils ne sont pas barbares, mais ils sont sauvages, Montaigne dit, ok, ils sont sauvages, mais exactement comme le sont des fruits, donc est-ce que réellement on peut parler de quelque chose de négatif? Et il va poser la question, du coup, de la façon dont l'homme intervient dans la nature pour la transformer. Et on a, c'est la deuxième question, un champ lexical de la transformation, de la métamorphose, qu'on va trouver à plusieurs endroits. Donc on va trouver altéré, on va trouver détourné, on va trouver un petit peu plus loin abattardir, on va trouver accommoder, et d'une certaine manière, on peut également prendre corrompu, puisque quelque chose de corrompu est quelque chose qui s'est détourné de son état correct.
altérer, c'est globalement relativement neutre, ça veut juste dire changer, hein, arriver dans un autre état. Par contre, détourner commence dès le départ à amener quelque chose d'un petit peu moins positif, puisque détourner de l'ordre commun. Donc l'idée, c'est qu'on s'est éloigné de quelque chose qui était ordonné, donc qui était logique, qui était bon. L'ordre est bon, hein, dans l'idée humaniste. Abattardi renforce cette idée-là, puisque abattardi, donc ça vient de bâtard, hein, c'est celui qui est issu d'une union non légitime. Donc ici, c'est un mélange qui est moins bon qu'un mélange pur, c'est un mélange impur avec abattardi, ce qui voudrait dire que l'homme, lorsqu'il intervient dans la nature, la rend impure. Ce qu'on retrouve avec corrompu, c'est à nouveau cette idée d'impureté, de souillure. L'homme souille la nature en l'altérant et en la transformant. Tout ça, dans quel but? Simplement dans le but de l'accommoder, donc de la rendre agréable au plaisir de notre goût. Donc on a quelque chose, on retrouve un peu cette idée qu'on avait déjà avec la barbarie, on a quelque chose qui devient purement, qui devient purement adapté au goût précis d'une société, et qui n'est donc pas universellement bon. Donc on ne peut pas considérer que la métamorphose induite par l'homme lorsqu'il transforme la nature est une métamorphose positive, puisqu'elle n'est pas universelle et qu'elle diminue la pureté de la nature. Ce qui amène d'ailleurs à l'idée finale, hein, que Montaigne, lui, ne se met pas à part. Hein. On parle bien ici d'une société humaine à laquelle appartient Montaigne, hein, puisque le « nous » que l'on trouve présent en permanence dans le texte, hein, qu'il s'agisse sous la forme du pronom personnel ou du possessif, le « nous » inclut Montaigne parmi les autres. Alors c'est également une manœuvre, on pourrait considérer que c'est une manœuvre argumentative, hein. Il s'inclut au nombre de ses interlocuteurs pour bien montrer qu'il ne leur est pas supérieur. Il s'induit dans cette société qui transforme. On va voir que c'est intéressant pour la fin du texte, hein. Mais voilà, c'était la troisième question. Il s'agit bien d'une société à laquelle appartient Montaigne, qui transforme la nature, qui la dénature pour le coup, et qui la rend impure, inférieure à ce qu'elle était auparavant. Donc, très bien, le toupie n'est pas barbare, au moins peut-on lui reconnaître qu'il est sauvage, mais en fait, cette sauvagerie amène à l'idée que, par sa proximité à la nature, le toupie est plus pur que l'occidental, et c'est ce que va donner plus précisément la troisième partie du mouvement, avec l'idée que la volonté de transformer la nature, puisqu'elle l'abâtardit, puisqu'elle l'accommode, puisqu'elle la détourne, puisqu'elle la corrompt, est aberrante, et d'autant plus que la nature, en réalité, est en tout point supérieure à la civilisation. Alors c'est ce qu'on trouve dans la troisième partie, où on a une réflexion plus précisément sur la nature et l'art, une comparaison qui va se mettre en place entre la nature et l'art. L'idée, c'est que l'art, que l'on va trouver présent ici, hop, est à prendre ici, dans un sens un peu plus général que la simple pratique artistique. Le mot art a donné également artisan, artisanat. Lorsque Montaigne va parler d'art, il parle de la peinture, il parle de la sculpture, de la musique, de tout ce que nous, on associe généralement au terme générique de art, mais il parle également de toute la construction artisanale, toute la pratique humaine qui vise à construire, fabriquer, produire des objets par l'utilisation de différentes techniques. Pour information, le mot art signifie technique, et l'art en grec se dit techné, directement. Ce sont deux termes qui sont vraiment très très voisins, très très proches. Et l'idée que va développer Montaigne, c'est que cet art, on a tendance à considérer qu'il gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature, mais en réalité, ce n'est pas raison, c'est-à-dire que c'est un tort. L'homme a tort de considérer que sa pratique artistique ou artisanale est un progrès par rapport
au progrès naturel, à ce qui se fait naturellement sans l'intervention humaine. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que l'homme a tant rechargé la beauté et richesse de ses ouvrages par ses inventions qu'il a complètement étouffé la nature. C'est-à-dire que lorsque l'homme prend quelque chose de naturel et essaye de construire à partir de cette chose, qu'il va y ajouter des choses, il va la détourner de son rôle, il va la transformer, il va la métamorphoser, en réalité il va l'étouffer. Et c'est le deuxième élément essentiel de ce texte, c'est qu'en réalité les hommes en deviennent dangereux, puisqu'ils vont étouffer la nature, c'est-à-dire qu'ils vont en quelque sorte lui supprimer sa vie, et ainsi diminuer la portée des œuvres naturelles. Ce danger rend également l'homme ridicule. Alors pourquoi ridicule ? Parce que l'homme, les créations de l'homme sont pitoyables, provoquent la honte lorsqu'on les compare aux œuvres naturelles, et tout ce que peut construire l'homme ne sont que des entreprises vaines, alors vaines, c'est-à-dire vidées de sens, et frivoles, c'est-à-dire presque des amusements enfantins. L'idée, elle est là-dessus, elle est sur l'idée que l'homme est presque un enfant qui joue avec les objets de la nature en ne parvenant pas à imiter le résultat final. Les productions sont vaines et frivoles, donc ce sont des jeux d'enfants, et le résultat est toujours inférieur à ce que peut produire la nature par elle-même. Tous nos efforts ne peuvent seulement arriver à représenter le nid du moindre oiselé, sa contexture, sa beauté et l'utilité de son usage, non pas la tissure de la chétive araignée. Alors ici c'est intéressant, parce que l'homme, quels que soient ses efforts, est incapable, tous nos efforts, avec tout qui vient amplifier le travail de l'homme, est incapable de représenter le nid du moindre oiselé, où là vous avez presque un pléonasme, oiselé c'est un petit oiseau, moindre c'est le plus petit possible, c'est presque hyperbolique, le plus petit possible petit oiseau. Et le nid du moindre oiselé est supérieur par sa contexture, c'est-à-dire son travail de tissage. Le contexture, c'est la façon dont les fils s'imbriquent les uns dans les autres. La beauté, l'utilité de son usage, tout cela, même si c'est produit par le plus insignifiant animal dont la nature soit capable, dépasse les capacités humaines, qui ne peuvent seulement arriver à représenter. Alors représenter, c'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de reproduire. On parle même pas de créer quelque chose de nouveau. On est simplement sur l'idée que l'homme, malgré tous ses efforts, ne peut pas même arriver à reproduire le nid du plus petit oiseau qui existe dans la nature. Et la même idée se retrouve dans la suite, non pas la tissure de la chétive araignée. Donc l'araignée, c'est une bestiole considérée comme insignifiante, parce que petite, parce que considérée comme nuisible, on la tue, on l'écrase, n'importe quel homme est capable de l'écraser. Néanmoins, sa toile est supérieure par sa perfection à ce qu'est capable de créer l'être humain. Et ainsi, l'homme ne fait, encore une fois, que de vaines et frivoles entreprises, puisqu'il est incapable, malgré tout son progrès, malgré toute sa culture, malgré toute sa technique, de reproduire les éléments de base des animaux les plus insignifiants. D'accord ? C'est ce que montre également le passage en latin « Et veniunt tederae ponte sua melius, surgit et insolis formosior arbutus antris, et volucres nulla dulcius arte canunt », qui vient montrer que le lierre, ederae, l'arbousier, arbutus, ou les oiseaux, volucres, fonctionnent beaucoup mieux que ce que l'homme est capable de faire, sans intervention humaine. Le lierre et l'arbousier poussent avec plus de succès sans jardinier, et l'oiseau chante mieux que n'importe quel chanteur sans avoir été à l'école de musique. Enfin, Montaigne va
terminer avec une troisième et dernière façon de prouver cette même idée. Donc on avait le texte latin, on avait la démonstration sur les oiseaux, et on retrouve enfin Platon qui vient se rajouter à tout ça. Platon qui vient dire que les choses sont produites soit par la nature, soit par la fortune. Alors par fortune, il faut entendre le hasard, soit par l'art. L'idée étant que la nature est une force presque consciente qui crée les choses avec un but, la fortune qui au contraire crée au hasard, ou l'art, ou l'homme cette fois-ci crée avec les mêmes objectifs que la nature. Et l'idée de Platon, c'est que la nature et la fortune créent les plus belles des choses, les plus grandes et les plus belles par l'une ou l'autre des deux premières, alors que l'art ne permet que de créer les moindres et imparfaites. Alors ça c'est d'autant plus important, on a une progression qui se fait. Platon c'est le très grand philosophe des humanités, très très grand philosophe de l'humanisme qui par sa redécouverte a bouleversé la philosophie occidentale. Et ici, on a un argument d'autorité, au même titre que le texte latin, qui est de Properce. Donc le texte latin est de Properce, qui est un poète latin. Le texte de Platon vient d'un philosophe grec, donc ce sont les anciens, les modèles de littérature, de réflexion, de philosophie, qui animent tous les humanistes du XVIe et du XVe siècle. Et encadré par ces deux arguments d'autorité, vous avez la réflexion de Montaigne, qui est renforcée par le fait qu'elle est accompagnée par les très grands noms que sont Properce et Platon. Et donc, avec ces deux arguments d'autorité, qu'est-ce qui démontre Montaigne ? Que toucher à la nature, transformer la nature, vouloir amener de l'art, de la culture, de la civilisation dans le produit de la nature, c'est aberrant, puisqu'en fait on n'est pas capable d'arriver à sa cheville, et qu'on ne va faire que l'imiter mollement, sans succès, et avec vanité. Et enfin, dernière remarque, cette supériorité de la nature sur la civilisation, si la nature est capable de faire mieux que l'art humain, peut-être qu'on peut considérer que le barbare, le sauvage, est en réalité supérieur à l'homme civilisé, puisque s'il n'est pas civilisé, c'est qu'il est resté à l'état dans lequel l'avait créé la nature, et qu'il n'a donc pas été amoindri par l'intervention humaine. Et donc c'est ce passage-là, ces nations me semblent donc ainsi barbares pour avoir reçu fort peu de leçons de l'esprit humain et être encore fort voisines de leur naïveté originelle. L'idée, alors hop, je le surligne rapidement, ces nations me semblent donc hop. L'idée c'est quoi ? C'est qu'on revient sur la définition de barbarie dont on parlait tout à l'heure. Ils sont barbares parce qu'ils n'ont pas reçu d'éducation humaine, parce qu'ils sont encore naïfs. Alors naïfs, c'est-à-dire qu'ils sont presque dans l'enfance de l'humanité. Ils ne savent pas encore distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. Ils ne sont pas forcément aussi, civilisés aux yeux de Montaigne que le sont les Occidentaux. Ils n'ont pas progressé dans l'esprit humain. Ils s'obéissent du coup à des lois naturelles, qui sont des lois presque animales, qui ne sont pas les lois juridiques créées par le système légal. Elles sont d'ailleurs fort peu abâtardies par les nôtres. On retrouve l'idée qui était présente beaucoup plus haut, que l'homme abâtardit les lois naturelles, il les transforme, il les abîme, il les corrompt en les adaptant à sa société. Et ces lois naturelles sont encore très pures. Et donc l'idée, et c'était la question, l'idée c'est que la connaissance corrompt, la connaissance abîme, la connaissance détruit, parce qu'elle va détourner l'homme de la nature et va du coup l'amoindrir. Après avoir montré que l'homme diminue la portée de la nature par l'art, il en déduit que la connaissance humaine, de la même façon, diminue l'âme humaine telle qu'elle a été créée par la nature.
Et ce regret, cette idée-là, hein, elle se retrouve exprimée sous une forme de regret. C'était la deuxième question. Pourquoi Montaigne est-il finalement déçu que ses contemporains aient découvert l'Amérique? Eh ben, c'est cette phrase-là. Il me prend quelquefois des plaisirs de quoi la connaissance n'en soit venue plus tôt, du temps qu'il y avait des hommes qui en eussent su mieux juger que nous. L'idée ici est très clairement que ces hommes qui vivaient plus tôt, eh ben c'est Platon. C'est Platon qui disait plus haut exactement ce que dit Montaigne, à savoir que l'homme a diminué la portée naturelle par son art. Et Montaigne part du principe que si les anciens avaient fait la connaissance de ces nouveaux peuples, si les anciens avaient fait la connaissance de ces nouveaux peuples avant, eh ben eux auraient eu conscience de la pureté qui était celle des toupies. Ils auraient vu en quoi ces hommes-là, par leur proximité à la nature, étaient presque des hommes plus purs que ceux qui vivent actuellement en Occident, et ils ne se seraient pas posé la question de la barbarie de la civilisation américaine. Voilà, donc l'idée, c'est que, partant de cette idée-là, la nature est bien supérieure à la civilisation, puisqu'elle est capable de produire des choses d'une pureté, d'une beauté et d'une utilité bien plus grande que tout ce que l'âme humaine est capable de construire à part son talent, ses connaissances, sa science et son progrès. Par là même, on peut considérer que les toupies, qui sont beaucoup plus proches de la nature que les hommes civilisés, ont conservé cette pureté et sont donc supérieurs à l'homme occidental. Donc le texte est intéressant parce qu'il introduit cette idée de relativité dans les civilisations humaines, semble renverser la représentation traditionnelle qui serait que les Occidentaux ont une civilisation supérieure à la civilisation des peuples barbares, des peuples toupies et américains. Et il introduit également une idée qui va perdurer pendant des siècles, c'est l'idée du bon sauvage, qu'on va retrouver vraiment très très longtemps, hein, qui perdure même encore un peu aujourd'hui, à savoir que l'homme non civilisé est un sauvage, mais un sauvage naturellement bon, puisqu'il n'a pas été corrompu par la civilisation. Et c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui encore, peut se retrouver dans cette idée du peuple étranger, du peuple exotique, qui n'a pas grand-chose, qui est pauvre, qui n'a pas le progrès, mais qui a la main sur le cœur. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel, en fait, dans la construction du rapport qu'on entretient avec les autres peuples. Voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à envoyer un message et bonne journée.